Abderrazak Ziba. Pendant 10 ans, cet homme a mené Anne-Laure, sa fiancée, en bateau. Pendant 10 ans, il lui a menti, il l'a trompée. Et un jour, il l'a tuée. Les gendarmes n'ont pas mis longtemps à le soupçonner. Mais quand ils ont voulu l'interpeller, Ziba était déjà en route pour l'Algérie. Il ne leur restait que quelques heures pour rattraper l'assassin d'Anne-Laure Urvois. Une course contre la montre. Pour lui, ils ont même détourné un ferry en pleine mer. Du jamais vu. Centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne. Il est 9h ce mercredi 21 novembre 2007, lors d'une réunion importante. Tout le monde est là, à l'exception d'une ingénieure, Anne-Laure Urvois. Elle n'avait pas prévenu de son absence, donc ça, c'était pas du tout dans ses habitudes, parce que c'était quelqu'un de très sérieux, qui tenait ses échéances de dossier, ses rendez-vous, elle était ponctuelle tout le temps. Et en plus, son dossier pour la réunion était prêt, posé sur son bureau. Anne-Laure Urvois a 27 ans, et dans le métier, c'est déjà un crack. Cadre depuis 1 an, elle ne compte pas ses heures. Alors, rater un rendez-vous professionnel, ça ne lui ressemble pas du tout. On se dit, elle n'avait pas prévu de pas venir, enfin, je veux dire. Voilà, puis elle avait prévenu personne de son absence, quoi. Enfin, c'est là que l'inquiétude, elle naît à ce moment-là. Donc j'ai appelé sur son portable, elle n'a pas répondu, donc j'ai laissé pas mal de messages. 3 heures plus tard, vers midi, Anne-Laure ne répond toujours pas. On a décidé d'aller voir chez elle. Anne-Laure habite à 20 minutes de la centrale, dans un lotissement réservé au personnel. Sa voiture, normalement, elle est garée devant la maison. Là, il y avait pas sa voiture, tout était fermé, les volets étaient fermés. Donc on a laissé un petit mot sur la porte, en me disant, si tu rentres, rappelle-nous, on se fait du souci. À 15 heures, les collègues d'Anne-Laure décident d'appeler la gendarmerie. Ça fait 6 heures qu'elle devrait être à son travail. Une patrouille de Valence d'Agen se rend sur place, ne constate rien d'anormal. Le portail est ouvert, ils constatent que les volets sont fermés, pas de traces d'effraction. Donc pour eux, il n'y a rien de suspect en faisant le tour de la maison. Ils n'ont pas de raison de rentrer dedans. Ils rendent compte en disant qu'il n'y a rien de particulier. Mais le chef d'Anne-Laure et ses collègues ne sont pas plus rassurés. Ils ont appelé ses parents et eux non plus ne savent pas où elle est. Cela fait maintenant 8 heures que tout le monde la cherche. De quoi imaginer le pire. Alors à 17h, la centrale nucléaire rappelle les gendarmes. Devant l'insistance de ses collègues de travail qui sont réellement inquiets, ils reviennent sur place 1 heure plus tard et ils décident de pénétrer dans le pavillon, accompagnés des pompiers bien sûr. Cette décision est prise dans la mesure où ils pensent qu'elle a eu un malaise et qu'on peut lui porter secours. Les pompiers forcent la porte du garage d'Anne-Laure et entrent dans la maison. Nous sommes rentrés 2 équipiers, plus un gendarme et moi-même. Nous avons suivi un cheminement le plus droit possible, de façon à ne pas laisser des traces éventuelles à droite à gauche. Une fois arrivé à la chambre du fond, une porte était entrouverte. L'équipier a voulu rentrer en poussant et a buté sur quelque chose. J'ai dit, il faut rentrer. Il est rentré et nous avons vu un corps au sol. On voit le corps allongé au milieu d'une mare de sang, avec des projections de sang un petit peu partout. Une femme morte. C'est assez violent. Même nous, ayant de l'expérience, ça a été quand même un choc.
Bernard Lambert, vous êtes procureur à Montauban. Quelle est votre priorité quand vous arrivez dans cette affaire? Là, je désigne la section de recherche de gendarmerie de Toulouse, à laquelle j'associe la brigade des recherches de Castel-Sarrazin et les différents gendarmes des compagnies et des brigades locales. Mais à ce moment-là, vous bénéficiez d'un camion tout à fait particulier? C'était la première fois qu'on utilisait le camion régie vidéo de la gendarmerie, qui ne sera inauguré d'ailleurs officiellement que le lendemain. C'est un instrument extrêmement utile puisqu'il interdit à toute personne hors les techniciens d'investigation criminelle de rentrer sur la scène de crime. Donc on ne pollue pas la scène de crime, on se retrouve à l'extérieur et on suit tout sur caméra vidéo. Et quelles sont donc vos premières hypothèses? Anne-Laure est ingénieure en centrale nucléaire, donc on peut imaginer qu'il y a un lien entre sa profession et le meurtre. La deuxième hypothèse qu'on ne peut pas écarter, c'est l'hypothèse d'un rôdeur. Et la troisième hypothèse, c'est une personne qui connaît Anne-Laure, ce qu'on appelle un criminel organisé, puisqu'on va trouver tout un tas d'éléments, notamment sur l'absence de téléphone ou le blocage de la ligne téléphonique avec du papier essuie-tout. Voilà. Autant d'éléments qu'il nous faut envisager toutes les hypothèses, sachant qu'on a une personne qui sait très bien mettre en scène. Première hypothèse, la centrale. Une piste qui intéresse tout de suite la presse. Le meurtre d'un cadre de la centrale nucléaire de la région, c'est une info de première importance. J'appelle les gendarmes que je connais et je multiplie les coups de fil. Et là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme. On ne veut pas nous dire ce que c'est, on a un véritable mur. La moindre piste qui pourrait être dévoilée, nous n'avons pas l'auteur, donc l'auteur ne doit pas être au courant de ce qui se passe. Les collègues d'Anne-Laure sont immédiatement interrogés. Ce sont eux qui ont donné l'alerte et ils démontent vite la piste professionnelle. Les renseignements qui nous arrivent de la centrale sont très précis. Elle travaille effectivement sur le site sensible, mais elle n'est pas en charge d'un domaine lié à la sécurité et un domaine sensible de la centrale. De ce fait, on ferme cette porte. Pendant ce temps-là, la cellule vidéo de la section de recherche de Toulouse installe sa caméra dans la maison d'Anne-Laure. Depuis le camion régie, le procureur et la directrice des opérations peuvent suivre le travail des TIC, les techniciens en identification criminelle. J'ai investi la scène, il devait être 18h. À l'intérieur, d'habitude, quand une personne est là, on retrouve les clés ou soit sur la serrure, soit à proximité. Là, les trousseaux de clés étaient introuvables. L'expert avance. Dans la maison, tout est éteint. Mais il remarque un détail. La sonnette du téléphone fixe est coincée par un papier essuie-tout. On a voulu l'empêcher de sonner. Mais avant toute chose, c'est la scène de crime que l'expert veut voir. Et dans la salle suivante, dans la pièce suivante, c'est un bureau-chambre. Là, je trouve la victime allongée, effectivement, dans une salle d'une flaque de sang. Les TIC figent les lieux et enregistrent leurs constatations. Au-dessus de la tête, sur l'occiput, je m'aperçois qu'il y a 2 plaies ouvertes avec des orientations différentes, profondes. Ce n'est pas normal. Autour, je ne vois pas d'armes ou de quelque chose qui aurait pu tomber sur la tête, quelque chose qui pourrait expliquer la blessure. Pour le légiste, Anne-Laure est morte depuis environ 25 heures. Autant d'heures de retard pour les gendarmes sur le ou les auteurs du crime. Un crime commis avec une extrême violence. Le légiste note 7 à 9 plaies sur le crâne d'Anne-Laure. Des plaies qui sont quand même importantes, contuses, ça veut dire éclatement, c'est en frappant avec un objet contendant, c'est brutal. Le nez cassé, on a des plaies autour des orbites, il y a des hématomes un peu partout sur la face, il y a des plaies au niveau des lèvres, on voit les déformations au niveau de la main, ça veut dire fracture, ça veut dire une fois de plus violence. Donc on part sur une lutte sévère dès le départ, quoi. Anne-Laure a été battue sauvagement. Elle a tenté de faire face, mais on ne lui a laissé aucune chance. Dans le salon, l'expert trouve d'ailleurs des éléments qui confirment l'hypothèse d'une bagarre. Sur la table, le couvert est mis pour 2 personnes. Sur la table, l'assiette avait été repoussée. Des aliments avaient été tombés de l'assiette. Une paire de lunettes, je
pense qui sont celles de la victime, a été jetée ou sont tombées. Vous aviez une paire de pantoufles femmes de petite pointure qui était en désordre sous la table. Sous la chaise présumée de la victime, on voit ces pantoufles comme si elle avait été happée, comme si elle avait été attirée et que les pantoufles étaient restées sur place. Et ensuite, on voit tout autour des traces de sang, des projections de sang qui ne laissent aucun doute sur la violence. Il y a eu bagarre, c'est sûr, mais pas seulement. Anne-Laure a le cou serré par une écharpe. Une écharpe assez longue, elle fait 2 tours autour du cou avec un nœud, un nouage. Elle est très serrée et on a un sillon de strangulation en dessous avec des marques sur le cou qui sont caractéristiques d'un fort serrage. L'écharpe est pleine de sang. Est-ce qu'elle est décédée de la suite des coups ou de l'étranglement? Point d'interrogation pour moi, je ne peux pas y répondre. À la vue de la scène de crime, les gendarmes ont un premier sentiment. On élimine quasiment de suite la piste d'un rôdeur avec un cambriolage qui tourne mal, etc. Il n'y a pas de fouille. Le petit pavillon est très bien tenu, très propre. Et ça, c'est important pour nous. Juste en observant, on élimine quasiment cette piste-là. Une piste écartée, même si quelques objets ont disparu, comme le téléphone fixe, le portable d'Anne-Laure ou sa carte bancaire. Il manque des photos, on le voit, il manque des photos, il manque un ordinateur, il n'y a que l'écran, il n'y a plus le PC. Mais on sent que c'est pas du vol, les tiroirs ne sont pas ouverts, fouillés, retournés, tout est rangé correctement. C'est juste des choses qui ont été prises par un familier, probablement par un familier. Il manque même des pages de l'agenda téléphonique de la victime. Et notamment les pages XYZ qui ont été arrachées. Et un dernier élément vient encore appuyer l'hypothèse d'un crime préparé. Les collègues qui sont en charge de l'enquête de voisinage découvrent la Peugeot 106 d'Anne-Laure dans le village, à environ 1 km de l'habitation. Ce véhicule est stationné correctement et fermé à clé. Et cette mise en scène que nous avons perçue au départ prend forme. On a déplacé la voiture d'Anne-Laure, verrouillé les volets et les portes de sa maison, comme si l'on voulait faire croire à son départ. Le carillon du téléphone était neutralisé pour ne pas inquiéter les voisins. Rien n'a été oublié pour retarder la découverte du corps. Le ou les tueurs ont ainsi gagné de précieuses heures sur les gendarmes. Élodie Urvois, vous êtes la sœur d'Anne-Laure. Pouvez-vous nous parler d'elle? Alors Anne-Laure était l'aînée d'une famille de 4 enfants. Donc moi je suis la 3e de la famille. Ce rôle d'aînée, en fait, c'est vraiment un rôle qui lui tenait à cœur. Elle a toujours donné l'exemple en quelque sorte, toujours été brillante, réussie dans ses études. Vraiment, c'était quelqu'un de déterminé qui avait son caractère. Elle ne se laissait pas faire? Non. Quand on vous annonce la mort d'Anne-Laure, à quoi pensez-vous immédiatement? On pense immédiatement à son petit ami avec qui elle vient de rompre. Une rupture qui est difficile, qu'elle a choisie elle, mais que lui n'accepte pas. Donc on pense tout de suite à lui. On est également informé par le responsable d'Anne-Laure que Ridel est présent chez elle les jours précédents, puisque ses voisins... Ridel, son nom c'est... Ridel, c'est un surnom en fait qu'on lui donnait, nous on l'a toujours appelé comme ça. Son vrai nom était Abdezarak Ziba. Comment il se comportait avec elle depuis cette rupture? Alors il se comportait plutôt mal, disons qu'il l'appelait fréquemment. Il lui faisait du chantage affectif. Il lui disait qu'elle le rendait malheureux, que tout ça c'était sa faute, et que si elle ne revenait pas avec lui, il se suiciderait. Donc voilà, elle avait cette pression constante sur elle, et c'est vrai que c'était une relation qui datait de plus de 10 ans. Et elle souhaitait que les choses se fassent bien pour lui également. Que saviez-vous de la vie de ce Ridel? C'est vrai qu'on savait très peu de choses sur lui. On savait qu'il vivait en région parisienne, qu'il était chef d'équipe dans une entreprise de nettoyage, que son frère vivait en France,
que le reste de sa famille vivait en Algérie, mais on n'en savait pas plus. Et Anne-Laure aussi était très secrète sur cette relation. Elle savait peut-être qu'on ne l'approuvait pas, elle ne voulait pas nous en dire beaucoup plus. Donc on savait très peu de choses sur sa vie. Faites-vous part de vos soupçons tout de suite aux enquêteurs? On transmet le peu d'éléments qu'on a à notre disposition. Donc on transmet notamment une photo, donc la dernière photo qu'on a de lui. On donne également son numéro de portable que ma maman avait eu la chance d'avoir quelques mois auparavant. Et on donne également donc l'adresse de son frère sur Paris, à Chaville. Donc on donne ces éléments tout de suite aux enquêteurs, même si on n'a pas conscience à ce moment-là que ça sera déterminant pour la suite de l'enquête. Abderrazak Ziba. Ziba avec un Z, comme la page arrachée dans l'agenda d'Anne-Laure. Pour les gendarmes, c'est la piste à creuser de toute urgence. Après la sœur d'Anne-Laure, les gendarmes entendent ses amis. Eux aussi confirment qu'elle avait des problèmes avec son ex. C'était 1 ou 2 jours avant, on l'a croisé mais en coup de vent et il nous a dit ouais ça va pas, c'est compliqué. Bon, après il lui faisait un peu de... On appelait ça du chantage affectif un petit peu parce qu'il n'arrêtait pas de... Enfin il l'appelait beaucoup. Il lui disait que ça allait vraiment pas bien, que c'était de sa faute, parce qu'ils s'étaient séparés quoi. Les voisins n'ont pas grand-chose à dire. Anne-Laure était une fille agréable, discrète, sans histoire. Mais il lâche une information très intéressante. Ziba, l'ex d'Anne-Laure, était chez elle ces derniers jours. Et nous sommes un peu surpris de voir qu'après une rupture, cet homme-là semble être présent à ses côtés les derniers jours de sa vie. Si Ziba est revenu vivre chez Anne-Laure, on devrait trouver des affaires à lui. Mais il n'y a rien. Ou bien on l'a tué lui aussi quelque part, il est quelque part, c'est possible aussi. Hein. Ou alors il est lié au meurtre. Une chose est sûre en tout cas, Ziba est injoignable. Monsieur le procureur, à 00h30, vous convoquez tout le monde parce que vous avez un nom, Abderrazak Ziba. À ce stade-là de l'enquête, vous faites quoi? On sait qu'il a une attache en région parisienne qui est son frère. C'est sa seule famille. C'est la seule certitude qu'on puisse avoir de ce côté-là. Deuxième hypothèse, il peut être en France. Chez quelqu'un ou tout seul, en train de, de faire de la route. Ou, voilà, ça, on ne le sait pas. Et troisième hypothèse, il est de nationalité algérienne. Et donc, c'est ce qui va nous mettre aussi un petit peu en alerte, puisqu'il y a éventuellement des possibilités de fuite. Qu'est-ce que vous faites après? Alors, ce qu'on va faire, c'est justement essayer d'échafauder les 3 hypothèses et donc d'envoyer des enquêteurs sur Paris pour bloquer éventuellement cette piste et voir ce que ça peut donner. Ensuite, sur tout le territoire français, personnellement, je vais rédiger un mandat de recherche, c'est-à-dire en fait qu'il va être signalé comme personne recherchée aux aéroports, aux ports, partout dans la gendarmerie et dans la police, et essayer de lui interdire de quitter le territoire. Maintenant, s'il est déjà parti, pour nous, c'est une hypothèse qu'on n'essaie pas d'envisager tout de suite parce qu'on n'y peut rien. Les gendarmes n'ont pas une minute à perdre. Ils tracent la carte bancaire d'Anne-Laure, consultent le fichier central des infractions routières et placent sur écoute les téléphones d'Anne-Laure et de son petit ami. Et puis, ils demandent aux opérateurs téléphoniques les fadettes, ces factures détaillées, des communications passées avec le téléphone de Ziba. Malheureusement, nous ne sommes pas dans les experts et les résultats nous parviendront 12 heures plus tard. Le jeudi matin, le lendemain de la découverte du crime, les gendarmes obtiennent enfin un premier élément. La carte bancaire d'Anne-Laure a été repérée. La banque d'Anne-Laure nous signale qu'effectivement, son moyen de paiement a été utilisé à Clichy, le mercredi. La veille donc, 170 € ont été retirés à Clichy-sous-Bois, en région parisienne. Il était 11h23. Anne-Laure était déjà morte depuis une quinzaine d'heures. Le fait que la carte bleue d'Anne-Laure soit utilisée à Clichy-sous-Bois nous converge vers une certitude. C'est bien M. Ziba qui était présent, qui a volé la carte bleue et nous pensons qu'il a commis l'acte irréparable. De témoin privilégié, Ziba devient le principal suspect. Et les gendarmes ont très vite une crainte.
de Paris, il peut prendre un avion, il peut s'enfuir par le nord de la France, il peut s'enfuir par l'est de la France, il peut quitter la France. Il s'agit d'une chasse à l'homme, tout simplement. Et la traque débute réellement à ce moment-là. On a 24 heures de retard et il faut combler ce retard sans savoir où est-ce qu'il est. Les gendarmes foncent vers Paris. Ils se rapprochent de Ziba. A priori, il n'est pas idiot. En tout cas, suffisamment malin pour brouiller les pistes et pour nous faire chercher, nous faire perdre du temps. Donc effectivement, on se méfie. On se méfie de Ziba. Pour nous, c'est un personnage dangereux. Dominique, les gendarmes reçoivent les facturations du téléphone de Ziba pratiquement 48 heures après le meurtre, le jeudi 22 novembre, vers 14 h. Et cela apprend quoi, ces facturations? C'est très intéressant, Frédéric, parce qu'on apprend que 2 heures après le meurtre d'Anne-Laure, il est toujours dans la maison. Son téléphone cellulaire va déclencher la borne de Clermont-Soubirons qui couvre le domicile d'Anne-Laure. Et puis ensuite, il se déplace. 3/4 d'heure plus tard, il est ici, à la cour Saint-Pierre. Il est en train de partir. Le lendemain matin, mercredi, à 9 h 48, il est monté à Paris parce que son téléphone borne ici dans le 16e arrondissement. Et qu'est-ce qu'on pense? Qu'il va rester à Paris pour fuir la France? Alors, on va s'apercevoir qu'il reste pendant 5-6 heures en région parisienne, dans les Yvelines, en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne. Il passe beaucoup de coups de fil. Il faut maintenant identifier tous ces gens à qui il a téléphoné. Et là, les gendarmes ont une mauvaise surprise. S'ils étaient prêts à partir le chercher à Paris, il est en train de descendre. Il est en train de descendre vers le sud. Là, son téléphone borne à Artenay, et puis un peu plus bas, à La Chapelle-Saint-Ursin, ici. Et puis dans le Puy-de-Dôme, en fin d'après-midi, il est là, il est à Mirefleurs. Ça veut dire qu'il est en train de redescendre. Les gendarmes savent ça le jeudi à 14 h. Ça s'est passé le mercredi en fin de soirée, dans la nuit. Ça veut dire qu'ils ont 12 heures de retard sur lui et que c'est maintenant dans le sud qu'il faut qu'ils aillent le chercher, et plus à Paris. L'enquête se scinde en deux. L'adjudant Bonte essaye de rattraper Ziba, pendant que les hommes foncent à Paris pour en savoir plus sur le bonhomme. Ils comprennent vite qu'ils ont affaire à un sacré numéro. Ils rencontrent tous ceux que Ziba a appelés dans sa fuite, notamment son frère. Il est venu chercher quelques affaires au domicile de Mohamed. Une trousse de toilette, une valise, un ordinateur portable. Et il est parti, sans savoir quand est-ce qu'il allait revenir. Mohamed nous décrit un petit peu Ziba, il nous parle d'Anne-Laure. Il nous apprend que ça fait quelques années une dizaine d'années qu'ils sont ensemble. Ziba l'a rencontrée au cours de l'été 98. Elle avait 17 ans, lui 38. Anne-Laure faisait un job d'été dans une entreprise où il était responsable de l'équipe d'entretien. Ils ont eu le coup de foudre. On a l'impression que dès cette rencontre, Anne-Laure est comme aimantée, je veux dire attirée, de façon passionnée, on va dire. Elle en parlait comme déjà l'homme de sa vie, quoi. Mais Anne-Laure était encore étudiante, alors les deux amoureux ne se voyaient que le week-end. Malgré les kilomètres qui les séparaient, ils s'entendaient bien, très bien même. Après 5 ans passés ensemble, à l'été 2003, Anne-Laure et Abderrazak ont décidé de se fiancer et l'ont annoncé officiellement. Le repas de fiançailles est organisé à Angers, chez les parents d'Anne-Laure. La famille Urvois est là au grand complet, mais pas celle de Ziba. Ce qui est assez curieux, c'est que cet homme vient seul à ce repas, accompagné d'un ami. Il n'y a aucun membre de sa famille. Sitôt le repas terminé, il prétexte, comme il a l'habitude de le faire, un rendez-vous à Paris et il repart, il prend sa voiture et il repart. Et quand Anne-Laure est assassinée 3 ans plus tard, la famille Urvois n'en sait toujours pas plus sur le fiancé. Cela fait 9 ans qu'Anne-Laure sort avec lui et l'homme reste un mystère. Ziba est fuyant, systématiquement fuyant toutes les réunions de famille, en tout cas n'y allant que véritablement quand il est contraint de le faire, allant même jusqu'à poser un lapin un soir de Noël où il avait été invité par les parents, ne venant pas. La famille Urvois n'a jamais compris pourquoi Ziba se montrait si mystérieux. À tel point qu'un jour, le père d'Anne-Laure a décidé de s'expliquer avec le fiancé.
Monsieur Roy-Père lui dit « Vous avez 20 ans d'écart, voilà déjà longtemps que l'histoire existe, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Enfin, cet homme attend quelque chose et Ziba le lui donne à ce moment-là. Lorsqu'il lui dit « Ne t'en fais pas, tu peux me confier ta fille, elle sera en sécurité. » Enfin, je veux dire, il lui dit clairement qu'il n'a pas à s'inquiéter. Ziba a rassuré le père d'Anne-Laure. Ils allaient vraiment se marier et fonder un foyer. Mais les choses ont traîné. Et pour cause. Les gendarmes découvrent qu'au moment où Ziba est engagé avec Anne-Laure, il multiplie les liaisons. La semaine, quand Anne-Laure était en cours, il voyait d'autres femmes à Paris. Il les a d'ailleurs appelées pendant sa fuite, comme le prouvent les fadettes. On a vu 3-4 jeunes filles, au-delà du fait qu'elles puissent être surprises que des gendarmes de Toulouse viennent chercher Ziba à Paris. Nous sommes surpris de voir qu'on a un individu qui a beaucoup de jeunes filles, mais qu'il connaît de façon intime. Et dans une même période. C'est certain, Ziba fréquente plusieurs femmes en même temps. Et a priori, il leur dit pas à toutes la même chose. Anne-Laure ignorait tout de la double vie de Ziba. Au début de l'année 2007, quand elle lui a proposé une date pour le mariage, il a accepté. Et il a quitté son travail pour s'installer chez elle à Golfech. Pendant des mois, il a pointé au chômage. Mais pour Anne-Laure, ce n'était pas un problème. Elle était amoureuse. Des préparatifs ont débuté, le choix d'une robe de mariée, la salle, le repas, les invitations. Et Anne-Laure demande, pour la publication des bans, un extrait de naissance de cet homme. Le problème, ce document anodin, Ziba a du mal à le fournir. Anne-Laure le harcèle. « As-tu récupéré ton extrait de naissance ?» Chaque fois, il a une bonne raison pour ne pas fournir ce document. Jusqu'à aller expliquer à Anne-Laure que l'officier d'état civil serait raciste, qu'il aurait eu des mots très durs à son égard et que, de fait, il ne veut plus s'y rendre parce que ça s'était mal passé. À un mois du mariage, tout est prêt. Sauf Ziba, qui n'a toujours pas son extrait de naissance. Les bans ne seront jamais publiés. Dominique, pourquoi est-ce si compliqué pour Ziba de se marier avec Anne-Laure? À cause de ça, Frédéric. Ça, c'est un extrait d'acte de mariage. La vérité, c'est que Ziba, il est déjà marié depuis 6 ans et demi. Il a épousé une femme qui s'appelle Ouria. Il l'a épousée en août 2000. Et cette femme, les gendarmes l'ont retrouvée. Alors, elle leur a raconté que pour elle, c'était une vraie histoire d'amour. Elle a aimé Ziba. Elle l'a épousé, elle avait 35 ans et elle s'est offerte à lui. Elle était restée vierge jusqu'au mariage. Et à partir du moment où ils se sont mariés, sa vie est devenue un cauchemar. En fait, il ne l'a pas martyrisée, mais simplement il l'a méprisée, il ne l'a pas regardée, il l'a délaissée. Et en octobre 2002, 2 ans après le mariage, il la quitte. Mais à cette époque, Ziba est déjà en couple avec Anne-Laure. Oui, au moment où il épouse Ouria en août 2000, il connaît déjà Anne-Laure depuis 2 ans. Il va essayer de se justifier en disant « Moi, j'ai voulu divorcer ». Et en fait, c'est pas vrai. C'est Ouria qui a voulu divorcer. Mais lui n'a jamais répondu à toutes les convocations, n'a jamais pris d'avocat. Et en fait, cette histoire est en train de traîner. Anne-Laure, elle n'est pas du tout au courant de la double vie de Ziba. Et les gendarmes vont découvrir d'autres, des secrets comme ça? Oui, parce qu'avec Ziba, une femme peut en cacher une autre. En fait, il y en a une troisième qui s'appelle Zoubida. Elle est marocaine. Alors, Ziba est tombé follement amoureux d'elle. Il a téléphoné au père de Zoubida au Maroc. Il lui a demandé la main de sa fille. Le père de Zoubida lui a accordé la main de sa fille. Et ils devaient donc se marier tous les deux. Et ils devaient se marier exactement au moment où Ziba devait épouser Anne-Laure. C'est-à-dire au mois d'avril 2007, au moment où Ziba s'apprête à épouser Anne-Laure, il est attendu au Maroc pour son autre mariage avec Zoubida. Et la pauvre Zoubida, elle l'attend toujours. Donc on a 3 personnes, plus au moins 3 autres femmes qui entretiennent une relation avec Ziba de façon structurée, rationnelle, avec un futur. C'est-à-dire que pour ces 6 personnes, il envisage le futur. Je veux dire, arithmétiquement, on est sur, à minima, 6 femmes différentes. Anne-Laure comprend que Ziba l'amène en bateau et qu'il multiplie les excuses pour repousser encore et toujours la date du mariage. Alors, elle annule tout et rompt avec lui.
Mais il tente de la reconquérir et 3 mois après leur séparation, il passe 10 jours chez elle pour essayer de la convaincre. Quand le soir du 20 novembre 2007, tout bascule. Je crois qu'on peut penser qu'à un moment donné, elle l'a démasqué. Elle l'a démasqué et rien ne nous dit qu'elle n'a pas mis bout à bout un certain nombre d'absences, un certain nombre de faux rendez-vous ou de prétextes plus ou moins fallacieux pour arriver à la conclusion selon laquelle il avait passé les 10 ans de sa vie à lui mentir. Ziba est démasqué. Les gendarmes sont maintenant persuadés qu'il n'a qu'une solution, fuir vers l'Algérie. Mais par quels moyens et d'où? De Marseille, de Barcelone, de Sète? Heureusement pour eux, Ziba utilise beaucoup son téléphone portable. Un excellent mouchard. Grâce aux fadettes téléphoniques, l'adjudant Bonte apprend que le téléphone de Ziba a déclenché une cellule relais à Sète. C'était la veille à 22h11. Puis un SMS a été enregistré à Arles à 23h25, toujours la veille. Le directeur d'enquête comprend tout de suite. Il aurait très bien pu emprunter la route vers l'Espagne. Hormis que là, il se déplace vers Sète. Et il est de notoriété publique que le port de Sète et de Marseille, en l'occurrence, transporte de nombreux passagers vers les pays du Maghreb. Ces résultats de suivi téléphonique fait apparaître des contacts assez récents vers l'Algérie. Et ce qui nous fait réellement penser qu'il a sûrement regagné son domicile à Paris pour récupérer des affaires personnelles et qu'il prend la fuite vers l'Algérie tout simplement. Les derniers appels passés par Ziba ne laissent aucun doute. Quand on apprend qu'il part au ferry, on se dit, il va pas, comme les gendarmes, on se dit, il va prendre le ferry, il va leur échapper. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse parce qu'on se dit non, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on puisse l'interpeller avant qu'il s'en aille. Les gendarmes appellent leurs collègues dans le sud pour savoir si Ziba a déjà embarqué. Et nos collègues nous apprennent quelques minutes plus tard qu'après vérification, M. Ziba a embarqué le jour même, à midi, au port de Marseille, sur un bateau en direction de Skikda, en Algérie. Ziba a pris la fuite à bord d'un ferry, le Corse. Il est déjà en mer depuis près de 6 heures. Une avance sur les gendarmes qui ne paraît pas rattrapable. Monsieur le procureur, vous souvenez-vous du moment où les gendarmes vous apprennent qu'ils ont enfin logé Ziba? Il est environ 19h, 19h15 quand le directeur d'enquête va m'appeler pour me dire « Voilà, monsieur le procureur, une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, on sait où il est. Mauvaise nouvelle, il est en mer sur un ferry. » Il est parti pour l'Algérie, sur la ligne Marseille-Skikda, et nous en avons la confirmation par le ticket d'embarquement à bord du ferry de la SNCM. Ziba, à ce moment-là, approche de l'Algérie. Ça veut dire qu'il n'est plus sous votre autorité? S'il est dans les eaux internationales, ça nous empêche d'agir éventuellement par la force. S'il est dans les eaux territoriales françaises, on peut utiliser un autre procédé, mais on est plus dans l'optique à ce moment-là de la règle du pavillon, c'est-à-dire que le ferry Corse est un bateau qui bat pavillon français. Donc on est encore sur le territoire français et tout va être négociation plutôt avec le commandant de bord et la SNCM. Un commandant de ferry ne peut pas arrêter lui-même son bateau si un crime est commis. Alors c'est très particulier. Le statut d'un commandant de ferry ou de commandant de navire, il est officier de police judiciaire, mais uniquement pour les faits qui sont commis sur son navire. Donc lui, il ne peut absolument pas interpeller Monsieur Ziba. Non, il n'a aucune légitimité, en tout cas aucun pouvoir d'interpellation à ce moment-là. Mais vous ne pouvez pas à ce moment-là attendre qu'il arrive en Algérie et faire une demande d'extradition? Alors voilà la difficulté, c'est que si on le laisse arriver jusqu'à Skikda, en Algérie, par la Convention de 1964, l'Algérie n'extrade pas ses nationaux. Il est 19h30 quand la gendarmerie contacte le commandant du ferry.
Comme c'est un numéro que personne ne connaît, c'était assez rare. Donc j'étais surpris que ce téléphone sonne. Et puis je décroche et c'est un gendarme, l'adjudant-Bont, qui est au téléphone et qui me raconte l'histoire. On lui explique ce qui se passe. Donc très étonné, inquiet aussi. Il a des passagers. On lui fait comprendre qu'on a cet individu qui fuit et qu'il nous faut absolument donc trouver un moyen pour le récupérer et le refaire revenir sur le territoire national. La gendarmerie n'arrivait pas à me dire s'il était armé, pas armé, s'il avait réussi à passer ne serait-ce qu'un couteau. Mon gros problème à moi, c'était s'il se doutait de quoi que ce soit et s'il avait pris quelqu'un en otage ou même faire des violences. Avec 300 passagers à bord, le commandant est très inquiet. Comme le lui demandent les gendarmes, il organise une surveillance autour de Ziba. On a commencé à repérer sa cabine. Après, on surveillait la porte pour savoir qui rentrait et qui sortait. De son côté, la direction d'enquête cherche par tous les moyens à arrêter Ziba. Comment faire pour le récupérer? Est-ce que le GIGN ne pourrait pas descendre, en hélico, en rappel, pour arriver sur le bateau? Malheureusement pour nous, le temps est exécrable et donc il est impossible de pouvoir prétendre à investir un bateau en hélicoptère de façon à se faire élitreiller, etc. C'est totalement impossible. Attendre l'arrivée du ferry en Algérie pour intervenir, impossible. Reste une seule possibilité, inédite en France. Je lui dis, de toute façon, monsieur Martin, nous n'avons pas 50 solutions. Il va falloir détourner votre bateau. Pour le commandant, c'est inenvisageable. Son bateau est plein et il a peur que Ziba s'en prenne aux passagers. J'emporte la décision de monsieur Martin lorsque je lui dis simplement, vous savez, monsieur Martin, de toute façon, pour moi, il est hors de question que vous ne fassiez pas demi-tour. Imaginez que ce soit votre fille qui ait été assassinée et que l'auteur de cet assassinat soit transporté par un de vos collègues dans son pays d'origine. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir vivre avec ça. Vraiment, il était concerné, je sentais, il voulait vraiment réussir, il voulait vraiment arrêter ce bonhomme parce que le crime était trop odieux, il avait dû avoir les parents qui devaient être chamboulés, ça devait être un truc horrible. Donc je le sentais tellement concerné que nous aussi, on s'est mis à 100% pour aider. Le commandant ralentit l'allure. Il attend maintenant l'ordre de sa hiérarchie pour faire demi-tour. Monsieur Lambert, le commandant du ferry, à ce moment-là, est convaincu. Il vous reste maintenant à convaincre la SNCM. Alors, comment vous faites? Son président-directeur général, quand je vais lui expliquer le cas, il me dit « Je vous comprends très bien, monsieur le procureur, mais dites-moi que ça n'est pas un canular. » Bon, la réaction est toute simple, c'est « Avez-vous un fax à proximité? Donnez-moi le numéro, je vais vous faire faxer tout de suite les réquisitions de déroutement du navire. » Et c'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait et M. Daspe m'a rappelé immédiatement pour me dire « Je suis convaincu, je suis d'accord, je donne l'ordre au commandant Martin de se dérouter. » Et pour eux, ça ne représente pas une somme d'argent considérable. C'est vrai que c'est un acte dont la somme avoisine de 100 000 € à peu près, au regard de la consommation supplémentaire de carburant et surtout de préjudice commercial, puisque je vais empêcher le ferry de faire une rotation supplémentaire entre l'Algérie et la France. Et ces 200 000 €, ils sont à la charge de qui à ce moment-là? Alors, ils sont à la charge de la France, des institutions françaises. Et bien évidemment, vous doutez bien qu'il a fallu que j'ai au préalable l'accord, moi, de ma hiérarchie, parce que c'est un volume de crédit à engager tel qu'il fallait bien que je leur demande si tout le monde était d'accord pour engager autant de crédit pour interpeller M. Ziba. 200 000 €, vous n'avez pas intérêt à vous tromper quand même. Je ne pouvais pas faire autrement que poser la question « Ne te trompe surtout pas ». Oui. Le Corse fait donc demi-tour, direction la rade de Toulon. Il reste 100 000 nautiques à parcourir, 6 heures de navigation. De leur côté, les hommes de la SR de Toulouse foncent dans le Var et c'est dans les voitures qu'ils montent toute l'opération. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je pense qu'avec l'adjudant-Bont, on se demandait d'ailleurs si on allait avoir assez de batterie pour arriver jusqu'à Toulon. C'est d'avoir tous ces accords et de dire c'est bon, vous avez les moyens, vous avez les hommes, l'effectif, les unités qu'il faut, vous avez tout.
Côté gendarme, tout est prêt. Reste à espérer que le déroutage du ferry n'alerte pas Ziba. À bord, le commandant Martin a donné ses instructions. On ne le lâche pas d'une semelle. Il est près de minuit et Ziba n'est toujours pas couché. Bon, il n'avait pas l'air tout à fait tranquille et donc il est resté au bar le plus longtemps possible, c'est-à-dire qu'il est resté jusqu'à la fermeture du bar, aux alentours de minuit. Et c'est le dernier client qui a quitté le bar. Après, il est sorti sur le pont fumer une cigarette. Et vraiment, on se disait jamais il va se coucher, jamais il va se coucher. Et bon, c'était quand même le dernier passager à se coucher. On sentait quelqu'un qui n'était pas très à l'aise. Nous, on n'avait qu'une trouille, c'est qu'ils se méfient de quelque chose, qu'ils s'aperçoivent qu'on ait fait demi-tour, un truc comme ça, quoi. Mais Ziba ne s'aperçoit de rien. Les hommes de la SR de Toulouse rejoignent leurs collègues de la brigade maritime de Toulon. À quai, pas moins d'une trentaine de gendarmes sur le pied de guerre. Tandis qu'une poignée d'hommes embarque sur une vedette pour l'intervention, il est 2h25. Le commandant du ferry manœuvre dans la rade et se tient prêt pour l'assaut. On s'est mis à l'intérieur de la petite rade. Et là, on a stoppé, sans air, et on se maintenait avec le moteur à peu près en position fixe. La vedette accoste le bateau, le Corse, et nous montons par une porte latérale prévue à cet effet. Il est 3h du matin. Dans le noir, armés comme des troupes d'élite, les gendarmes se dirigent vers la cabine de Ziba. L'inquiétude, c'était surtout que le Ziba en question s'aperçoive du petit manège. Enfin, ils prennent un coup de folie, s'ils prennent une arme, ou prennent un otage. Enfin, ça aurait été terrible. Les gendarmes croisent quelques passagers ébahis alors qu'ils foncent vers la cabine de Ziba. Coursive numéro 8. Il est surpris, il ne comprend pas et il n'oppose aucune résistance. Menotté, Ziba est ramené à terre. L'opération a pris moins d'1 heure. Le Corse peut repartir vers l'Algérie. C'était la première fois où on me faisait détourner un ferry pour attraper un meurtrier, quoi. Et j'avais jamais vu ça. C'était vraiment, il fallait le faire, quoi. Parce qu'il ne serait jamais revenu d'Algérie. L'interpellation à bord du ferry s'est bien passée. J'imagine que c'est un grand ouf de soulagement. Oui, c'est un soulagement parce que, d'abord, il y a un investissement humain extraordinaire de la part de tous les enquêteurs. Donc, quand on me dit, vers 2h45 du matin, il est interpellé, je dis, la première étape est réussie. Qu'est-ce que vous faites après? La règle d'or que j'avais donnée aux enquêteurs, c'était interpellation ultra rapide et fouille très sommaire du véhicule pour immobiliser le moins longtemps possible le ferry. Et dans le véhicule, effectivement, on va trouver, par exemple, l'unité centrale qui a été emportée de chez Anne-Laure. On va trouver des documents, on va trouver des habits qui ont été lavés. Et sur lui, on va trouver la carte bancaire d'Anne-Laure, on va trouver les documents des véhicules et d'autres papiers qui appartiennent à Anne-Laure. Notamment ses bijoux, d'ailleurs. En garde à vue, Ziba se tait. Mais après avoir vu son avocat, il accepte de s'expliquer. Anne-Laure et lui avaient rompu pendant l'été, mais depuis une dizaine de jours, il était revenu vivre chez elle. Il tentait de recoller les morceaux. Le jour du drame, il l'a passé à la maison, à attendre qu'Anne-Laure rentre du travail. Il nous expliquera que cet après-midi-là, en attendant, il avait consommé de l'alcool. Et lorsqu'elle est arrivée, il lui avait préparé à manger. Et lorsqu'ils ont débuté le repas, il y a eu une altercation pour un motif futile, dû à l'alcool, puisqu'elle lui a reproché de boire. Elle lui aurait dit tu continues comme ça, tu vas aller sous les ponts. Et il n'a pas pu supporter cette expression-là. Pour lui, ça aurait été l'élément déclencheur. Ziba explique qu'Anne-Laure lui a demandé de partir de chez elle. Elle lui a dit que tout était fini entre eux et qu'elle ne supportait plus de le voir boire. Ziba s'est mis dans une colère folle. Il a agrippé Anne-Laure par ses vêtements. Anne-Laure a fait pareil. Les coups
ont commencé à pleuvoir. On est sous la dispute, elle dit un mot qui ne lui convient pas, il porte un coup, deux coups peut-être. Voilà, on est sur le geste d'un instant, le coup de folie. Ziba raconte qu'il ne s'est plus contrôler. Il a commencé à étrangler Anne-Laure avec une écharpe. Mais il n'a pas eu le courage de la tuer. Alors, il a relâché son étreinte et il est sorti dans le jardin. Avant de revenir dans la chambre avec la bêche. Foudrage. Il l'a frappée. Il l'a frappée avec une bêche. 3 fois. Anne-Laure était debout, dit-il. Après ça, elle s'est effondrée. Il explique aussi que c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience de la gravité de son geste. Il a arrêté de frapper Anne-Laure, il l'a laissée sur le sol, et il en est certain, elle respirait encore. Jamais il ne nous dira « je l'ai tuée ». Il persistera à nous dire que lorsqu'il est parti, elle était encore vivante. Selon Ziba, Anne-Laure était consciente, mais elle saignait beaucoup. Alors il a paniqué. Il a nettoyé des taches de sang sur la porte de la cuisine, puis il est allé dans la salle de bain où il a lavé la bêche, son pantalon, son polo, avant de se changer. Enfin, il a pris l'unité centrale de l'ordinateur, le téléphone fixe, le téléphone portable, la carte bancaire, les papiers d'identité d'Anne-Laure, mais aussi des bijoux, des photos, puis il a fermé la maison. Il est allé garer la voiture d'Anne-Laure à 1 kilomètre de là, pour faire croire qu'elle était absente. Ensuite, il a pris la direction de Paris, avec sa propre voiture. En chemin, il a jeté une serviette éponge et une serpillière ensanglantée, et la bêche. Maquiller la scène de crime, s'enfuir et monter à Paris. Pour quelqu'un de ivre, dans l'instant du meurtre, il a été assez clairvoyant. Et Ziba le répète. Quand il est parti, Anne-Laure respirait. Il pensait qu'un voisin la retrouverait et la sauverait. Il jure qu'il a appris la mort d'Anne-Laure au moment de son arrestation. Nous n'y croyons pas. Il est impossible que lorsqu'ils partent, elle soit encore vivante. Compte tenu de la nature des coups portés, de leur violence, de leur puissance et de l'objet avec lequel il a porté ses coups, c'est impossible. Ziba tente aussi de se trouver des excuses pour minimiser son geste. J'étais saoul et dépressif. Peine perdue, les gendarmes savent qu'il ment. Tous les témoignages qu'on a recueillis, y compris donc ceux qui sont en sa faveur de sa famille, pour ce qui est de son frère, nous disent que Ziba ne boit pas. Ziba ne boit pas, ne se drogue pas. Alors les gendarmes le poussent dans ses retranchements. Ils veulent qu'il s'explique sur ce qui s'est réellement passé. Ils le confrontent au rapport du légiste. Anne-Laure portait des traces de coups sur le visage. Pourquoi? Il dira que c'est elle qui l'a provoqué. Il dira qu'il ne l'a pas frappé sur le visage. Il édulcore la scène, il veut nous faire croire quasiment à un accident. Nous lui opposons des éléments irréfutables que nous obtenons grâce à l'autopsie. Et il expliquera que si elle a le nez cassé, c'est du fait qu'elle soit tombée. Une explication qui ne colle pas avec les constatations du légiste. La garde à vue se termine. Ziba est déféré devant la juge d'instruction. Face à elle, cet homme qui vient d'avouer le meurtre de son ex-compagne commence par se plaindre des conditions de son interpellation. Les gendarmes, lorsqu'ils m'ont interpellée, ils m'ont pris ma trousse de toilette, et il y avait ma bouteille de parfum, et c'est pas normal, et c'est... Donc c'est une réaction très très surprenante, et je dois lui répondre, mais quoi lui dire? Ça paraît tellement grossier par rapport aux faits. Ce premier interrogatoire est long. La juge veut comprendre son geste. Mais devant elle, comme devant les gendarmes, Ziba s'en tient à des explications incohérentes. Et il reste froid, même lorsqu'il raconte sa vie avec Anne-Laure. Il ne dit jamais Anne-Laure, il ne la nomme jamais. Il dit elle, la victime. Elle, la victime. Des mots, là encore, très désincarnés. Ça me choque, ça me frappe. Ça frappe ma greffière qui
qui me fait signe qu'elle ne comprend pas. Je laisse se dérouler l'interrogatoire et à la fin, je lui pose la question. Je lui dis, mais enfin, pourquoi vous ne la nommez pas? C'est quand même... Et là, c'est le seul moment dans l'instruction où M. Ziba s'est effondré. Il s'est mis à pleurer et il me dit, je ne peux pas. Si je dis Anne-Laure, je la vois et je ne peux pas accepter ça. Maître Alexandre Martin, vous êtes l'avocat de M. Ziba, et quand vous rencontrez votre client, il est dans quelle disposition? Accablé, ayant pris conscience de la gravité de son crime, de ce qu'il avait détruit, parce qu'il aimait cette femme. Il avait trouvé, je pense, la femme de sa vie. Alors il plaide l'accident, l'ivresse, pourtant tout le monde dit qu'il ne buvait pas. Après ce mariage annulé, Anne-Laure l'avait quitté, on était en juillet, et depuis quelques mois, cet homme sombrait, semble-t-il, avec des périodes de boisson. Ce n'était pas un alcoolique, hein, c'était un homme qui jusqu'alors ne buvait pas. C'est pas le moteur, ça a été certainement un élément de plus déclenchant dans cette déferlante de violence après. Mais cet homme sombrait depuis quelques mois dans une attitude de tristesse, d'abandon qu'il ne pouvait pas supporter et de rupture qu'il ne pouvait pas admettre. Alors comment il justifie les vols, de la carte bleue, des bijoux, des photos? Et on peut se dire, est-ce que ce n'était pas un calcul? Est-ce qu'il n'avait pas calculé tout ça? Alors les bijoux, il y a un côté affectif. La carte bleue, il l'expliquera parce qu'il est interdit bancaire et ses revenus, il touche les acédiques, sont versés sur ce compte. Et d'ailleurs, il retirera 170 €. Il ne va pas vider le compte d'Anne-Laure avec cette carte bleue. Mais il n'y a pas quelque chose de crapuleux qui aurait été calculé avant. En tout cas, il ne l'a pas tué pour voler les quelques objets qu'il a emportés avec lui. Il prétend qu'elle était vivante quand il est parti. C'est pas terrible, ça, d'imaginer qu'il l'a laissée agoniser toute seule? C'est sûr que là, Ziba prend la fuite, comme il l'a souvent fait. Il est affolé quand même, il est conscient de ce qu'il a commis et il s'organise pour prendre cette fuite. Mais je crois qu'il n'y avait aucun espoir à ce moment-là de sauver Anne-Laure, tellement les blessures étaient quand même d'une gravité certaine. Ziba n'est pas très bavard. La juge a du mal à le faire parler de lui, de son enfance, de sa famille. C'est en rencontrant sa première femme que les gendarmes affinent son portrait. La violence fait bien partie de sa vie. Abderrazak Ziba a 46 ans. Il est né en 1961 en Algérie, à Constantine. C'était le troisième d'une fratrie de 6 enfants. Son père est mort quand il avait 9 ans dans d'étranges circonstances. On n'a jamais retrouvé son cadavre, seulement sa chevalière, au bas des falaises de la ville. Famille nombreuse, avec un père jeté d'un pont, donc assassiné pour des raisons dont même les enfants ignoreront, enfin qu'ils ignoreront. L'enfance difficile avec une maman a priori qui se prostitue parce que pour subvenir aux besoins de la famille, puisque le père est mort dans une bagarre. La mère de Ziba élève ses enfants comme elle peut. Les fins de mois sont difficiles. Elle garde ses filles auprès d'elle pour tenir la maison et place les garçons dans un orphelinat. Cette rupture-là, il la vit comme un véritable déchirement. Hein. D'ailleurs, il me dit, moi, quand je suis en institution, moi, j'ai qu'un objectif, c'est rentrer chez moi parce que je pense à ma mère qui est toute seule. Et il dit que voilà, la personne qu'il adore par-dessus tout, c'est effectivement sa mère. Après l'orphelinat, Ziba vit de petits boulots. À 16 ans, il travaille à Constantine comme livreur de pain ou garçon de café. Et à 23, il tombe amoureux de Sonia, sa cousine germaine. Elle vit en région parisienne et il ne la voit que pendant les vacances. 2 ans plus tard, Ziba part la rejoindre. Il a 25 ans quand il débarque en France. Effectivement, il est bel homme, il est attentionné, il est gentil, il est doux. Entre les cousins germains, tout va très vite, ils décident de se marier. Mais après 3 mois de vie commune, Ziba se montre beaucoup moins prévenant. Elle nous a raconté sa vie de femme battue aux côtés de M. Ziba. Elle a fait sa connaissance en 1987. Ils se sont mariés et elle a vécu un enfer. Sonia a vécu 10 ans avec Ziba. Devant les gendarmes, elle évoque péniblement cette période de sa vie. Son mari la terrorisait.
Je vivais dans la crainte et dans la peur. Il me sautait au cou. Sa main faisait le tour de ma gorge. Il m'étranglait. Tout le temps. Donnait des coups de poing à la tête. Des coups de pied dans le ventre. N'importe quand. À n'importe quel moment. Comme ça. Pour rien. J'avais des traces de strangulation uniquement. Que je cachais. Mais jamais de traces au visage. Une fois, elle s'est même vue mourir. Je sais pas comment j'ai fait, je l'ai attrapé par les parties. J'ai serré. Et c'est ce qui m'a sauvée. Parce que tant qu'il me lâchait pas, je lâchais pas. Après 10 ans de mariage et de violence, Sonia obtient le divorce pour faute. Elle n'entendra plus parler de Ziba jusqu'à cette affaire. Monsieur le procureur, en quoi le témoignage de la première femme de Ziba, Sonia, vous éclaire-t-il sur le meurtre d'Anne-Laure? Alors, il va nous éclairer principalement sur une chose, c'est sa capacité à être violent avec les femmes. Et notamment la forme des violences qui ont déjà été pratiquées sur Sonia. On va retrouver les mêmes critères dans le meurtre d'Anne-Laure, c'est-à-dire des coups au visage et une tentative d'étranglement à main nue. Est-ce qu'il était violent avec Anne-Laure? On n'a jamais su s'il était violent physiquement. Par contre, on sait que les quelques jours qui précèdent le meurtre, proprement dit, il y a eu des disputes extrêmement violentes entre eux. Et le soir des faits, effectivement, on va se rendre compte d'un déchaînement très progressif, mais très rapide de sa violence pour arriver jusqu'à la phase finale. Et vous découvrez qu'en fait, Ziba ment à toutes ses compagnes. Et pourquoi il le fait? Ziba, c'est un prédateur. Il a besoin de séduire pour avoir sa proie. Lorsqu'on va exploiter l'unité informatique centrale qu'il y avait chez Anne-Laure, on va trouver des connexions à des sites de rencontres, à des sites, j'allais dire, de dialogue même avec des mineurs de 13 à 16 ans. Donc il est toujours dans la séduction, mais uniquement pour attirer dans ses filets. Il n'a pas d'intérêt matériel particulier à ses conquêtes. On ne peut pas appeler ça se faire entretenir. Il exploite, c'est sûr, plus ou moins ses relations féminines, mais pour des sommes qui ne sont pas extraordinaires. Alors il y a peut-être une autre explication, c'est quand même Ziba est stérile. Et la stérilité masculine, c'est une atteinte profonde à la virilité. Et donc il y a certainement, je ne suis pas psychiatre, mais une explication à cette démarche de séduction permanente. Il n'arrête pas. Le matin même des faits, il est encore connecté sur des sites de rencontres féminines. Élodie Urvoy, croyez-vous que votre sœur avait découvert qui était vraiment Ziba? Je suis sûre que l'annulation de ce mariage avait vraiment émis un doute dans l'esprit d'Anne-Laure. Je pense qu'elle le questionnait constamment pour savoir pourquoi. Lui continuait à lui mentir. Alors, il avait prétexté une maladie grave. Alors, bien sûr, cette explication-là n'avait pas convaincu Anne-Laure. Et je pense que ce soir-là, encore une fois, elle lui a posé cette question. Mais voilà, il a toujours menti et je suis persuadée qu'elle est partie sans tout savoir. Anne-Laure savait-elle qu'il était stérile? Non. Ça, nous en sommes persuadés, puisqu'il parlait d'enfants. Je suis persuadée que c'était pour elle la suite logique. On se marie et on a un enfant. Même lui parlait souvent d'enfants. Donc je suis persuadée qu'il lui avait menti sur ce point-là également. Et votre sœur avait-elle des doutes sur sa fidélité? Il était souvent absent. Souvent, il devait se rendre au domicile familial rejoindre Anne-Laure. Il ne venait pas. Et dans ces moments-là, Anne-Laure ne pouvait jamais le joindre. Donc on soupçonnait quand même des choses, des petits mensonges, peut-être des petits trafics, une vie un petit peu parallèle dont il ne voulait pas parler. Nous l'avons mis en garde à plusieurs reprises, mais c'est vrai que je crois qu'elle était amoureuse de cet homme et qu'elle acceptait aussi beaucoup de choses par amour. Et selon vous, il était amoureux de votre sœur? Il avait peut-être de l'affection pour elle. Pour moi, ce n'était pas de l'amour, ça c'est sûr. Il a rencontré Anne-Laure, elle avait tout juste 18 ans. Pour elle, c'était son premier amour et je pense qu'il en a profité aussi. En garde à vue et devant la juge, Ziba a toujours prétendu qu'il avait frappé Anne-Laure dans un accès de folie. Pas longtemps, et qu'il s'était vite ressaisi. La juge n'y croit pas. Elle pense au contraire que Ziba s'est acharné. Devant l'extrême violence du meurtre, elle demande une expertise. Elle fait appel au spécialiste mondial en analyse de traces de sang. C'est un Français, Philippe Esperanza. Philippe Esperanza, vous étiez le spécialiste de la morpho-analyse, l'analyse des taches de sang, à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie.
Ça, c'est la scène de crime. Et du sang, il y en a partout. Quelle est votre impression en arrivant? Ce que j'ai remarqué en arrivant, c'est que les traces se répartissent essentiellement sur ces surfaces-là et à très faible hauteur. Car là, on a une table, le dessous de la table est très souillé et pas du tout le dessus de la table. Où est la victime? La victime est un peu pliée, bras ici. Elle est comme ma main, elle est comme ça, la victime. Voilà, avec la tête qui repose dans cette partie-là de la flaque. La victime est au sol, elle est frappée. Vous pouvez me montrer comment elle a été frappée selon vous? Au vu des traces qui sont sur le carton, elle a déjà été frappée une première fois, ou en tout cas une fois, avec un mouvement comme celui-ci, qui va souiller un peu le carton et cette surface ici, et au moins dans une deuxième phase, ainsi, avec des traces qui vont se répartir plutôt sur la partie basse et gauche du carton. Mais il y en a aussi dans toute cette zone qui sont intéressantes, là, des traces sur la porte, on les a agrandies ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ces traces, c'est ce qu'on appelle, nous, des projections par rejet. Elles reviennent de la manipulation d'un objet ensanglanté. Si j'ai mon stylo qui est ensanglanté et que je fais un mouvement comme celui-ci, le sang va partir de ce stylo et va souiller la porte. Est-ce que ces traces nous donnent une indication sur le type d'arme qui a pu être utilisée? Tout à fait. Il y a 3 lignes différentes, et ce qui va quand même dans le sens qu'on a un outil ensanglanté qui présente au moins 3 dents, comme peut l'être une fourche. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant au bas de la porte, c'est toute cette zone-là. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui va nous intéresser le plus, c'est cette différence entre les traces où l'intérieur est absent et celles qui sont complètes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle est la différence entre les deux? Les traces d'où il ne reste que le périmètre, qu'on appelle souvent nous les traces squelettiques, sont en fin de compte les traces qui ont été nettoyées et qui ont créé toute cette striation interne. Ce qui montre que des traces sont arrivées sur ce mur et qu'ensuite elles ont été nettoyées. Et après, d'autres traces sont arrivées, c'est celles qui sont complètes, qui sont également dues à des coups, montrant qu'après la tentative de nettoyage, il y a d'autres coups qui ont été donnés. Quand Abderrazak Ziba a dit « je ne l'ai pas frappé au sol », toutes les traces de sang témoignent de coups qui ont été portés alors que la victime était au sol. Pour l'instant, lorsqu'il dit qu'il ne la frappe que debout, il ne parle pas du tout des coups qu'il a pu donner alors qu'il était au sol. Donc il manque une partie de l'histoire. Le 28 mai 2008, 1 an et demi après le meurtre d'Anne-Laure, la juge d'instruction organise une reconstitution avant de boucler son dossier. Les lieux sont tels qu'ils étaient le soir du meurtre et tout est filmé par la gendarmerie. L'ambiance est tendue. Beaucoup de gens sont présents, les avocats. Le fait de se replonger et de refaire les gestes qu'il a lui-même accomplis quelques mois auparavant engendre une tension particulière, c'est évident. La juge demande à Ziba de refaire, dans l'ordre, les mêmes gestes que le soir du crime. Ces reconstitutions se traduisent, si vous voulez, par l'expression d'une justice en costume de cérémonie. On va là comme on va au spectacle. Il y a beaucoup d'auxiliaires qui viennent là et qui n'y comprennent rien. Il y a du monde utile et du monde inutile. Et le fait de le reprendre, cet homme, de le replonger dans le drame, alors est-ce que ça a un effet destructeur? Je ne sais pas. Est-ce que ça a un effet thérapeutique? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça a un effet dramatique. Et donc on a eu un pantin chancelant pendant toute la reconstitution. Ziba raconte à la juge qu'il avait bu du vin tout l'après-midi en attendant Anne-Laure. Quand elle est rentrée, ils se sont violemment disputés. Et vous, qu'est-ce que vous faites? On s'est accroché. À cause du vin? Oui, à cause de la bouteille de vin. Ouais, donc vous l'attrapez. Elle vous attrape au niveau de la bouteille. Ouais, on a commencé à discuter comme ça, et puis elle a commencé à me pousser, à me donner des coups ici, là. Ça, c'est comme ça. Voilà, je repoussais comme ça plusieurs fois. Elle s'est assise du... Ouais, elle s'est assise, Elle s'est assise parce que vous l'avez repoussée fort. Ouais. Ziba est devenu fou de colère. Il a laissé Anne-Laure dans le salon et il est allé sur la terrasse. J'ai pris la bêche. Allez-y. Et là, j'ai couru derrière elle. Ah ben, vous avez couru, elle va où? Là. Et là, je l'ai frappée. Alors, allez-y. Je l'ai frappée, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. Voilà. Elle était tombée là. Ziba explique qu'il a donné 3 coups. Ensuite, Anne-Laure est tombée et il l'a étranglée. J'ai passé mon écharpe. Allez-y. Comme ça. Vous faites un nœud coulant, en fait. Ouais, c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça. D'accord. Je l'ai entouré autour de son cou et j'ai tiré une fois comme ça. Ouais. Après, je l'ai lâché. Après ça, Ziba est allé dans la salle de bain pour nettoyer la bêche et ses vêtements. Puis il est revenu dans la chambre d'Anne-Laure. Respirer.
Ensuite, Ziba a pris la fuite. Pour lui, Anne-Laure était encore vivante. Et comme lors de sa garde à vue, il répète qu'il n'a jamais frappé Anne-Laure au visage. Si elle est marquée, c'est parce qu'elle est tombée. La juge demande au légiste ce qu'il en pense. Par rapport à ce que nous a dit Monsieur Ziba et à vos constatations, quelles sont vos observations? Je pense que ça ne s'est pas passé aussi facilement ni rapidement que le dit Monsieur Ziba. D'abord, il y a des signes de défense de la victime, puisqu'elle a des métacarpiennes qui sont fracturées. Il y a des équipements sur les pommettes, etc. Il y a une fracture du nez. Ouais, voilà, il y a des équipements sur les lèvres, sous le menton, qui sont probablement secondaires à autre chose qu'à des couteaux fourches, et qui ne sont pas non plus faits d'une chute sur le sol. Autre point de désaccord entre Ziba et le légiste, les causes de la mort. Ziba explique qu'il a étranglé Anne-Laure avec une écharpe. L'expert, lui, démontre qu'il a d'abord essayé de la tuer avec ses mains. Vos constatations indiquent qu'il n'y a pas seulement eu une strangulation par un lien, mais également... Il a dû y avoir les deux. Dans un premier temps, il a peut-être essayé à la main, et voyant que ça ne se passait pas bien, parce qu'en général, les victimes réagissent quelque peu, elles relâchent. On les relâche un peu dans ce geste. À ce moment-là, peut-être que M. Ziba a pris le lien qu'il avait fait au cou, le lui a passé à ses lèvres, jusqu'à ce qu'elle soit morte. La strangulation a été le dernier acte. Ziba accuse le coup. Puis, c'est au tour de l'expert en traces de sang de le contredire. Ziba n'a pas frappé Anne-Laure alors qu'elle était debout. Alors, une victime debout, il y aurait des traces à hauteur il y aurait des traces en dessous d'elle, puisqu'on aurait... Alors, si je me place à la place de la victime, ce qui est à peu près ici, j'aurais des traces qui iraient de la zone d'impact vers le sol. Et donc vers le sol, ça souillerait, si la table était ainsi, tout le dessus de la table, et également vers le haut. Donc on retrouverait des traces dans tout cet environnement, ici, la porte comprise. Or, on a vraiment rien du tout qui indique cela. Donc là, pour mon analyse, moi, la description des faits ne correspond pas du tout à la morpho-analyse, ou en tout cas aux traces qui sont présentes dans cette chambre. Ainsi, Ziba se serait acharné alors qu'Anne-Laure était au sol. Face à la démonstration des deux experts, l'accusé comprend qu'il est coincé et il commence à revenir sur ses explications. Je me souviens très bien qu'elle était debout. Peut-être en allant en mon parterre, peut-être c'est là où j'ai rajouté deux coups, mais le premier coup, elle était là, elle était debout. Alors, au premier coup, elle était debout, les autres coups, elle l'était peut-être pas, c'est ça? Les autres, peut-être, elle était en tombant. Mais l'expert reste formel. Ziba a frappé Anne-Laure alors qu'elle était couchée par terre. Et Ziba finit par le reconnaître. Monsieur Ziba, vous en pensez quoi? Je sais que je l'ai frappé en debout, mais en tombant, peut-être j'ai frappé la deuxième, la troisième fois en étant par terre, oui, peut-être. À la fin de la reconstitution, la juge exclut totalement la version donnée jusque-là par Ziba, celle de l'excès de folie. Sous un geste de folie, on peut considérer que la personne porte 10 coups à la suite. Et la reconstitution et les expertises ont permis de démontrer qu'effectivement, elle avait différentes positions au moment où les coups ont été portés. Donc on pouvait difficilement se situer dans un laps de temps très réduit de coups enchaînés les uns derrière les autres. Ça ne s'est pas passé en 5 minutes, ça ne s'est pas passé en 1 heure. Il y a eu plusieurs heures où la personne est restée dans les lieux, s'est déplacée, est passée au-dessus du corps. Donc on a vraiment un individu, alors que la victime est au sol et que les lieux sont totalement ensanglantés, qui vaque à ses occupations. Et on est très très loin de l'accès de démence qu'il nous donne en première version. Monsieur le procureur, vous avez assisté à la reconstitution. Et quelle est donc la dernière version de Ziba? Qui va reconnaître quelque chose qui est beaucoup plus cohérent avec les expertises. Et de dire, ben oui, ça s'est bien déroulé comme vous l'indiquez, c'est-à-dire que je l'ai frappée, non pas debout, mais lorsqu'elle était à terre. Je l'ai étranglée, non pas avant, mais après. Et je me suis appuyé sur son dos. Et les coups au visage, il les reconnaît? Alors,
Les coups au visage, il ne les a jamais reconnus, jamais. Comme il refusera d'ailleurs de reconnaître la tentative d'étranglement à main nue. Alors que l'expert légiste est formel, il y a eu tentative d'étranglement à main nue. Il y a comme chez lui, si vous voulez, un refus du visage. Et pourquoi? Ziba est musulman. Dans cette religion, notamment dans la sourate 4 du Coran, il est interdit au mari de toucher le visage de la femme. Le visage a quelque chose de sacré. Et je pense que ça, c'est une explication qu'il n'a pas voulu fournir. Et la deuxième, c'est que, puisque c'est un menteur, quand la personne qui est en face de lui renvoie sa véritable image, c'est-à-dire celle de sa propre personnalité, nettoyée de tous les mensonges, c'est comme un miroir. En fait, il essaie de tuer celui qui est en lui-même et qu'il veut cacher à travers ses mensonges. Et donc, il ne va pas reconnaître ce face-à-face avec lui-même. Maître Martin, votre client est incapable, en fait, d'assumer la réalité, d'assumer la vérité, dans la Constitution comme dans la vie. Il a du mal, effectivement. Il a un rapport à la vérité qui est tout à fait particulier. Et c'est vrai qu'à partir du moment où son image est mise à mal, il y a chez lui un comportement de fuite. Et les experts ont parlé de véritable incapacité, à un moment donné, quand il est coincé, de dire la vérité. Pourquoi a-t-il tué Anne-Laure plutôt que de lui dire la vérité? Empêtré qu'il était dans ce mariage, cette fuite en avant, il n'a pas osé le dire à Anne-Laure parce qu'il s'est dit, si je lui dis, je la perds, et attendant peut-être un miracle qui allait le sauver, c'est-à-dire que le divorce allait intervenir avant ce mariage, ça n'a pas été le cas, et d'ailleurs ce divorce interviendra 1 mois après le décès d'Anne-Laure. Un homme qui était totalement incapable, empêtré dans ses mensonges, de dire la vérité, bien évidemment. Hein. S'il l'avait fait, on n'en serait pas là, parce qu'elle l'aurait compris, elle aurait pu le comprendre, Anne-Laure. 7 juin 2010. 2 ans et demi après le meurtre d'Anne-Laure, Abderrazak Ziba est jugé par la cour d'assises de Montauban. Il a 49 ans. C'est quelqu'un qui est... moi, je ne suis pas très grand, mais je le trouve très grand, avec des épaules très larges et un visage assez fermé et fatigué. Et quand il rentre, il s'assoit et il a à peu près la position qu'ont tous ces gens-là dans le box. Il se penche il se replie sur lui-même et il attend. Quand le président l'interroge sur la nuit du drame, Ziba répète qu'Anne-Laure est la seule femme qu'il n'ait jamais aimée. Il ne voulait pas que cela finisse comme ça. Il essaye d'expliquer pourquoi il a tué, qu'il adore Anne-Laure, que c'est la femme de sa vie, mais ça ne tient pas vraiment, quoi. On sent qu'il manque de la chair et qu'il manque de la consistance, quoi. Il a du mal à avoir des dates, il a du mal à décrire pourquoi il aime. Très vite, le mobile devient le centre du procès. Ziba a toujours donné la même explication. Anne-Laure l'a traité d'alcoolique. Elle a eu des mots très durs, il ne les a pas supportés. Surtout une phrase. Cette phrase-là, tu finiras sous les ponts à Paris avec ta bouteille. Apparemment, on pourrait penser que ce n'était que la continuation de ce qu'elle a dit en disant « je ne veux pas d'alcoolique chez moi ». Pour le psychiatre, cette phrase paraît anodine. Mais le président de la cour d'assises insiste. Il revient sur le passé de l'accusé et apprend à l'expert que le père de Ziba a été assassiné, jeté du pont de Constantine. Un drame que Ziba avait caché au psychiatre. À la barre, l'expert révise son jugement. On voit quand même le lien qu'il y a eu entre une phrase apparemment relativement banale, mais qui a réveillé en lui une souffrance antérieure et qui fait, il le dit à ce moment-là, j'ai plus rien vu, je suis passé à l'acte, je me suis précipité sur elle. J'avais appelé ça les mots qui tuent. Alors c'est peut-être excessif, mais on voit très bien comment le passage à l'acte a été déclenché. Comme à son habitude, Ziba ne répond rien. La famille d'Anne-Laure est là pour comprendre, mais il ne lui donne aucune clé. Une dernière fois, l'avocat de la famille démontre au juré que l'accusé est un menteur. Ce que j'ai dit au juré, je l'ai dit au travers d'une photographie que m'avaient confiée les parents d'Anne-Laure, et c'est Ziba qui l'a pris, ce portrait. Et on voit dans les yeux d'Anne-Laure, cette femme avait pour cet homme un amour qui était magnifique. Et que l'on ne nous fasse pas croire qu'il était partagé. Il a utilisé l'amour que cette femme avait pour lui à des fins personnelles et exclusivement matérielles.
Bernard Lambert, vous êtes aussi l'avocat général au procès de Ziba. Au moment de commencer votre réquisitoire, vous remerciez la SNCM pour sa collaboration. C'est assez original quand même. Nous évoquions le coût de ce déroutement de navire, 200 000 €. Quand j'ai reçu la facture de la SNCM, c'était 21 000 €. Et je les ai appelés pour leur demander pourquoi ça n'était que 21 000 €. Ils m'ont répondu, on voulait simplement faire un geste citoyen, on voulait simplement participer à l'interpellation du meurtrier de cette jeune fille. Et j'ai trouvé ça remarquable et je tenais à le souligner en audience publique. Le fait d'avoir suivi cette affaire de bout en bout, est-ce que ça a influencé votre réquisitoire? Le fait de bien connaître l'affaire fait qu'effectivement, le ton du réquisitoire est peut-être un peu plus vindicatif à l'égard de l'auteur, ça c'est certain. Quelle peine demandez-vous? Autour de tout ça, il n'a aucun remords. Je ne trouve pas de circonstances atténuantes particulières, moi, et donc je requiers contre lui 30 ans de réclusion criminelle. Maître Alexandre Martin, que dites-vous aux jurés avant qu'ils ne se retirent pour délibérer? J'explique aux jurés qu'à un moment donné, la difficulté de leur tâche, c'est d'essayer de sortir un peu de la compassion légitime que l'on a pour Anne-Laure et pour sa famille, et d'essayer de cheminer avec moi dans le cerveau de cet homme et de rendre une décision juste et humaine. Pour vous, c'est quoi? C'est un crime passionnel? C'est comment vous expliquez ce crime? On ne peut l'expliquer que comme ça. Ziba n'est pas un homme atteint de pathologie psychiatrique. Il n'y a pas un caractère crapuleux dans ce crime. Ce crime ne peut s'expliquer que par un contexte passionnel. Leur relation était un peu... Certes, elle l'avait quitté, sa famille ne le savait pas, mais ils se revoyaient régulièrement. Ça faisait une dizaine de jours qu'il était là. Et je crois qu'à ce moment-là, elle lui a signifié définitivement que les choses étaient terminées et qu'il pouvait repartir. Et que dit votre client pendant ce procès? Dès le début, Ziba exprimera ses remords et ses regrets, même si en apparence, comme il exprime mal ses émotions, il peut vous donner l'apparence d'être froid. Mais ce n'est pas le cas. Les experts expliqueront très clairement ces regrets profonds, cette culpabilité totale. Même certains experts parleront d'une personnalité qui peut avoir des traits suicidaires réels et non pas fins. Mais dès le début et bien avant le procès, il m'avait dit qu'il accepterait la peine, la sentence, quelle qu'elle soit. En moins de 2 heures, les jurés rendent leur verdict. Ils condamnent Ziba à 27 ans de prison sans peine de sûreté. 27 ans, comme l'âge d'Anne-Laure. D'un signe de tête, Ziba fait comprendre à ses avocats qu'il ne fera pas appel. À la centrale nucléaire de Golfech, personne n'a oublié Anne-Laure Urvoy. Une salle porte aujourd'hui son nom.